Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Tous les participants ne sont actuellement qu'en mode écoute. Si vous êtes branché au téléphone, composez l'étoile 0 pour obtenir l'aide d'un téléphoniste. Si vous êtes connecté sur l'Internet, utilisez la fonction de dialogue affichée à votre écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Madame Jen Verma, directrice principale à la FCIS. Bonjour tous et bienvenue à cet webinaire qui s'intitule « Tirer profit des études de cas canadiennes pour améliorer les soins de santé prodigués aux populations des centres-villes et populations marginalisées ». Nous avons quelques 212 inscrits à cette séance et pour vous qui vous joignez à nous, continuez de partager quelques mots sur vous-même, qui vous êtes, d'où vous êtes et qui se joignent à vous au moyen de la boîte de dialogue. Pour nos conférencières aujourd'hui, nous avons Sandra Endelman, qui est gestionnaire de la santé de la population et service de maladies chroniques à la Vancouver Coastal Health. Elle occupe un rôle depuis 16 ans, un rôle de leadership. Elle est l'une des fondatrices du Health Connection Clinic et elle a remporté quelques prix de Vancouver Coastal. Dale McMurtry est un expert conseil et président de Dale McMurtry Consulting. Elle a de l'expertise en planification, politique, recherche, évaluation, gestion de programmes et économique de la santé. Dale est celle qui a été retenue par la Fondation pour produire des études de cas canadiennes probantes pour ce qui est de travailler à l'action transsectorielle pour améliorer les résultats en matière de santé et de soins. Et pour finir, Christine Mecca, qui est responsable de l'amélioration de la Fondation. Elle a sa maîtrise en soins de santé et elle a contribué au profil des études de cas qui font l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Nos réalisatrices, Sheena Powell et Kelly Ripley. Nous offrons des services d'interprétation pendant ce webinaire, donc n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. Nos objectifs sont les suivants. Nous voulons vous présenter des initiatives visant la population des quartiers urbains défavorisés menées par des organismes de prestation de soins de partout au Canada, comprendre les facteurs qui influent sur la réussite et la pérennité de ces initiatives, notamment la participation des patients et des membres de la communauté à la conception et la prestation des services, mettre en valeur comment ces initiatives appliquent le triple objectif d'amélioration en santé, l'expérience de soins et l'optimisation des ressources et créer des liens entre ceux qui poursuivent ou veulent entreprendre ce genre de projet partout au Canada. Pour vous brosser une toile de fond, nous savons que les coûts de santé sont très élevés, mais pour un petit nombre de Canadiens, dans une étude de 3 ans publiée en Ontario l'an dernier par Walter Wood et ses collègues, on a constaté que dans l'ensemble, 65% des coûts sont attribuables à 5% de la population. On sait que pour améliorer les soins de santé, il faut faire appel à différents moyens pour desservir ces populations qui sont très coûteuses. Et nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont à risque élevé, mais qui n'engendrent aucun coût. C'est des gens qui vivent malgré leurs besoins en matière de santé ou qui ne répondent pas. Nous voulons bien sûr souligner le leadership dont a su faire preuve l'Institute of Healthcare Improvement qui estime que les soins de santé est essentiel il est essentiel de fournir des systèmes. Il est donc très important de réfléchir en termes de triple objectif pour définir la qualité du point de vue du public que l'on dessert. On sait par ailleurs qu'on ne saurait faire ça par soi-même. Il faut utiliser le plein potentiel des soins primaires, prendre les mesures qu'il faut pour assurer la coordination et l'intégration. Il faut obtenir des gains en matière d'efficacité pour réduire les coûts des mobilisations et miser sur la prévention, tout en gardant en vue les mesures qui nous permettent de savoir si on livre la marchandise. Pour mettre les choses en perspective, seulement un quart, et sans doute que c'est sans doute moins, des résultats sont
du système des soins de santé, alors que 50 sont attribuables à d'autres facteurs de style de vie. Lorsque l'Association médicale du Canada a tenu une table ronde nationale sur les déterminants sociaux de la santé, partout où l'association est passée, on a constaté qu'il y avait d'autres déterminants, tels le revenu, l'alimentation saine et nutritive et le développement de la petite enfance. À savoir ce que l'on peut faire du point de vue du système des soins de santé, un examen a été publié dans la revue de la CMAJ par Anne Anderman. On parle d'un cadre de travail et des mesures concrètes à prendre alors qu'on tient compte des déterminants sociaux dans la pratique clinique de tous les jours. Au niveau du patient, par exemple, il faut demander aux patients quels sont les défis sociaux qu'ils doivent relever, et ce de façon à faire preuve de doigté. Pour la FCASS, nous avons tout récemment tenu un atelier de 2 jours en partenariat avec la St. Michael's à Toronto, qui a rassemblé des producteurs de soins, des patients, des leaders autochtones, afin que nous puissions dialoguer à savoir comment nous pouvons former un meilleur partenariat pour offrir de meilleurs soins de santé. Ainsi, nous avons abordé différents grands thèmes clés pendant ces 2 jours. Nous reviendrons là-dessus aujourd'hui, mais voici quelques-uns des échanges que nous avons eus alors que nous étions à échanger avec des gens d'expérience. Nous savions que l'équité fait partie de la qualité et nous savons tout ce qui s'est fait à la rubrique de la réconciliation, très bien, mais il faut donner suite. Il faut donner un visage aux données. Ces données vont nous être utiles, mais seulement dans la mesure où on fait appel à notre expérience. Et bien sûr, la collaboration est prioritaire. En plus, la Fondation, en partenariat avec l'IHE, a financé des études de cas. Je cède la parole à Dale McMurtry qui va vous en parler davantage. Merci beaucoup, Jennifer. Très bien. Les études de cas que j'ai menées, eh bien, nous avons préparé des cas à la grandeur du pays et nous en avons choisi 5 qui représentent différents modèles de prestations de soins de services en utilisant le triple objectif ou pas. Puis nous avons pu réunir des renseignements sur ces programmes grâce à des entrevues et à des questionnaires. Et lorsque j'ai préparé le profil de chacun de ces organismes, de chacune des ces institutions, tout ça a été renvoyé à la Fondation, question de m'assurer que tout était en règle. Donc, les 5 dont on a tenu compte, ce sont les soins primaires en communautaire, par exemple, les cliniques dans le nord de Vancouver, et Sandra reviendra là-dessus une fois que j'aurai terminé. C'est une clinique qui a vu le jour tout récemment. Il y a aussi le Boyle Macaulay à Edmonton, qui existe depuis les années 70. Nous avons regardé les modèles sous la direction de médecins, par exemple Inner City Health Associates à Toronto, où l'on offre des services de soins primaires dans les centres sans rendez-vous. Nous nous sommes aussi attardés aux services spécialisés, c'est-à-dire le programme de grossesse HER à Edmonton, qui rejoint un programme autre qui offre des services et de soutien aux femmes enceintes qui ont des sérieux problèmes de santé. Et il y a aussi le Southwest Ontario Aboriginal Health Access Center, le SOAC. Ça, c'est un centre parmi tant d'autres qui s'intéresse aux Autochtones. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu comme enseignement? D'abord et avant tout, que dans tous les cas, il y a des exemples de penser de façon novatrice. Ce sont des exemples d'une réflexion qui est novatrice et réfléchir notamment à la souplesse des programmes et comment l'on offre ces programmes alors qu'on était à décrire ces programmes. Et dans la documentation qui a été fournie, on a parlé de l'environnement, des besoins des clients et des circonstances changeantes. Et il faut aussi, bien sûr, être prêt à courir des risques. Mais je crois que Sandra va revenir là-dessus pour ce qui est du Health Connections Clinic, c'est-à-dire pour ce qui est de les monter, ces différents programmes. Un exemple, c'est le Inner City Associates, soins palliatifs pour les sans-abri. Un médecin a parlé que c'était là un grand besoin à Toronto et comme vous pouvez le voir, la clientèle a particulièrement apprécié. Les partenariats, désolé,
C'est un autre volet capital, on l'a dit plus tôt. Les différents organismes travaillent ensemble avec d'autres services de soins de santé et sociaux pour offrir à leurs clients les ressources dont ils ont besoin, et ça à la lumière des ressources à leur disposition. Et il faut faire de façon aussi efficace que possible. Partager les surfaces de bureau, le personnel. Et il faut donc travailler en tandem pour établir des relations de travail qui sont étroites. Il y a, entre autres, bien sûr, ce qui est très important, le dialogue ouvert et un échange d'informations efficaces pour que les clients puissent surmonter les obstacles éventuels, qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Quelques exemples de ça. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à faire tourner les planches. Mais enfin, quelques exemples. Eh bien, vous voyez qu'il y a eu des partenariats avec des de ceux qui offrent des services aux travailleuses du sexe, aux clients sans-abri, pour ceux qui sont à des refuges d'urgence pour hommes ou pour femmes. Il y a aussi le programme de grossesse HER, soins prénataux, soins primaires, utilisation de ceux qui ont une accoutumance. Et c'est donc un partenariat qui s'est fait avec le SOAC. C'est long de 3 pages, soit dit en passant. Autrement, j'en aurais parlé dans mes planches. Autre caractéristique clé de ces programmes, c'est qu'ils étaient centrés sur le client. Ainsi, on tient compte de tous les déterminants sociaux et on le voit dans la variété des programmes et des services qui ont été offerts. Les gens à qui j'ai parlé m'ont dit que l'on tentait de rencontrer les clients là où ils se trouvaient, ou encore en tête à tête. Donc, si on a une condition chronique ou si vous avez un problème d'abri, eh bien, à ce moment-là, on traitait de ces enjeux d'abord, puis on travaille au rythme du client pour répondre à ses besoins en matière de santé et de services sociaux. Il faut miser sur une approche où l'on tente d'atténuer les risques et aussi réduire les méfaits. Il faut prodiguer les services de manière appropriée et sécuritaire sur le plan personnel. Un exemple, le programme de grossesse HER, où on a donné aux clientes une caméra pour qu'elles nous parlent de leur expérience de ce programme pour souligner les besoins qui sont leurs besoins en matière de santé ou de services sociaux. Pour le SOAC, on offrait à chaque nouvelle cliente, vous la voyez d'ailleurs sur la planche, un exemplaire de ce à quoi ils avaient droit. Ainsi, si elles avaient des préoccupations en matière de santé, eh bien, comment ils pourraient éventuellement y répondre. Il y a ces 5 endroits, mais il y a d'autres aussi. Mais ces différents centres sont situés dans la collectivité, dans la communauté. Et ici, ces gens connaissent très bien les besoins de leur collectivité et les populations vulnérables. Et ils avaient des activités à l'échelle de la communauté, même si ce n'était pas dans tous les cas des clients directs. Et bon nombre d'entre eux, avec des conseils communautaires, avec la représentation des clients. Dans l'encadré, vous avez un engagement communautaire de Southwest Ontario AHAC, où on parle de l'engagement des membres de la communauté et on a identifié que l'engagement était robuste et que les programmes des services sont adaptés de façon à répondre aux besoins variés des différentes collectivités. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est une carte. Vous voyez où l'on offre des services, c'est-à-dire que l'on se rend auprès des clients et qu'ils soient dans des refuges pour sans-abri ou les centres communautaires, etc. Autre pièce maîtresse, vraiment le personnel a su faire preuve de compassion et s'est abstenu de prononcer des jugements, travailler de façon délibérée pour gagner la confiance et le respect de leurs clients. On m'a dit que bon nombre de leurs clients avaient été échaudés dans d'autres secteurs de soins de santé et que finalement, leur tâche à eux, c'était d'offrir ces services dans un environnement qui était sécuritaire, très souvent
C'était les prodigueurs de soins qui aidaient ces gens-là à naviguer le système. Dans bien des cas, le soutien par les pairs était assuré, des pairs qui avaient une expérience valable, mais aussi ceux qui avaient les connaissances culturelles voulues, par exemple les aînés. Pour ce qui est des mesures triple objectif qui ont été rassemblées par ces 5 organismes, dans tous les cas, on est allé chercher une information sur les résultats obtenus à partir d'une information critique pour leur service. Bon nombre ont procédé des évaluations à l'admission, des évaluations détaillées avec un suivi annuel pour voir dans quelle mesure les clients progressent dans le temps. Mais on s'est aussi attardé à la population dans son ensemble. Donc, c'était un rapport entre le client et la population. On a aussi plusieurs mesures qui ont été validées pour vérifier l'état de santé du client. On a utilisé les sondages, il y a les rapports des différents secteurs, tels les plans d'amélioration de la qualité de l'Ontario, qui renferment de nombreux indices pour vérifier les soins de santé des Autochtones en Ontario. D'autres ont colligé des renseignements sur le logement, l'emploi, la sécurité personnelle. Dans tous les cas, on a utilisé des sondages pour vérifier ce qu'il en est de l'expérience du client, le temps d'attente et, par exemple, le programme de grossesse HER, où l'on a mené une recherche de participation active. Et donc, dans tous les cas, on a colligé de l'information sur les services d'urgence, l'hospitalisation, la réadmission. Et dans certains cas, on a pu attribuer des coûts à ces différents services. Dans bien des cas, on fait des comparaisons, soit avant que le service ou après que le service soit prodigué. On essaie de dégager les grandes tendances annuelles. Et on utilise également les bandes d'utilisation de ressources. Ainsi, les clients ou les patients sont regroupés selon la morbidité et selon leurs besoins. Et l'idée, c'est de rectifier le tir pour répondre aux besoins aigus des gens. Puis, son programme portait sur le retour social de l'investissement. On tenait compte du coût du soutien fourni, le coût du logement, des soins à la toxicomanie, l'aide à l'enfance, et j'en passe. Voilà quelques faits saillants des indicateurs du programme de grossesse HER à la lumière des études qui ont été menées. Comme vous pouvez le voir, il y a des indicateurs sur les résultats sociaux. Il y a aussi des indicateurs quant à la sécurité personnelle et d'autres encore. Et maintenant, j'aimerais céder la parole à Sandra qui va entrer un peu plus dans le détail sur la clinique Health Connection. Bonjour tous, Sandra Idomin. Je ne vois pas mes planches à l'écran pour l'instant. Ah bon, ça y est. Alors moi, j'aimerais vous parler de l'un de nos projets. Il s'agit de soins de santé primaire de proximité pour les populations vulnérables par le biais de la Health Connection Clinic. On se trouve sur la côte nord, dans le Grand Toronto. Nous faisons partie de Vancouver Coastal Health. C'est une autorité très importante qui s'intéresse aux régions rurales et urbaines. Bon, j'ai un écho dans mes oreilles, désolé. Alors voici comment tout ça a commencé. Qu'est-ce qui a donné lieu à la création de la clinique? Eh bien, sur la côte nord, il était clair qu'il y avait des besoins insatisfaits en matière de santé, tels qu'identifiés par les médecins et les partenaires communautaires chez les personnes les plus vulnérables, les sans-abri et les marginalisés. Un petit groupe de médecins et membres du personnel de l'autorité sanitaire s'est constitué en 2012 afin de plaider en faveur d'une clinique qui servirait une population aux besoins élevés. Ce plan d'affaires, pour ainsi dire, n'était d'aucun intérêt pour le projet clinique. Ce n'est pas qu'on demandait beaucoup d'argent. Ce que l'on voulait, c'est offrir des soins de santé primaires aux populations vulnérables. Mais à ce moment-là, dans le temps, il n'y avait pas vraiment de public
intéressés dans l'autorité sanitaire. Mais parce que nous étions très engagés comme petit groupe de médecins et membres du personnel, nous avons donc décidé de jouer le tout pour le tout et de se lancer en affaires sans avoir de financement de renouvellement. Nous savions qu'il n'y aurait pas vraiment d'autres sources de financement à la fin de l'année. On s'est dit, bon, très bien, on tente notre chance et puis on verra bien sur la fin de l'exercice. Et encore une fois, on s'est dit, il y a sans doute moyen de débloquer des fonds. Et nous savions aussi qu'il y avait des postes budgétaires qui étaient sous-utilisés. On s'en est donc prévalu. Donc, nous nous sommes débrouillés avec les moyens du bord. Vraiment, c'est parti de rien. Après quoi, nous avons rencontré les partenaires communautaires, les abris pour les sans domicile fixe et d'autres encore, pour leur demander s'ils ne pourraient pas nous aider à mettre sur pied cette clinique qui fonctionnerait à partir des déterminants sociaux de la santé. Et on a donc regroupé certains clients pour leur offrir logement et aide autres. Nous avons opté pour le triple objectif, ce qui cela nous a permis de faire appel à des évaluateurs cliniques. Nous tentions d'établir la preuve qu'on pouvait améliorer l'état de santé de nos clients et que nous pourrions offrir des services médicaux, des services de santé mentale, de l'aide à ceux qui souffraient de toxicomanie. Manifestement, il nous a fallu faire nos preuves. The Health Connection Clinic voulait desservir des clients qui étaient sans omnipraticien, mais qui avaient des besoins de santé criants. Cette clinique deviendrait leur première adresse. Au tout début, lorsque la clinique a ouvert ses portes, les clients qui nous arrivaient venaient des refuges, par exemple. Mais de petit à petit, les médecins se sont mis à renvoyer leurs clients à la clinique. Et les études ont montré que bien des autochtones, des gens des populations vulnérables, les plus âgés, en moyenne, l'âge moyen était de 50 ans. Et le fait est que nous traitions donc avec des populations marginalisées. Nous avons commencé comme une clinique sans rendez-vous. Et nous avions bien sûr un point repère, à savoir combien de gens nous pourrions accueillir à tous les jours. Et on avait calculé environ 30 minutes par client. Puis, nous sommes procédés à un système de rendez-vous. Parfois, ça pouvait demander plusieurs heures. Nous avons aussi, on a un petit problème avec les planches, désolé. Nous avons aussi tenu compte de l'importance d'avoir des visites à domicile pour les clients qui sont confinés et nous avons traité et fait appel aux Premières Nations qui se trouvent sur la Côte-Nord. Dans ces cliniques, il y avait des infirmières praticiennes, des omnipraticiens, des assistants médicaux, des agents de liaison en soutien social et même des chefs d'équipe. Mais nous voulions aussi offrir des stages professionnels en psychiatrie, en médecine et en pratique infirmière avancée. Pour ce qui est du triple objectif, eh bien, nous avons tenté d'incorporer cette stratégie d'évaluation dans le travail que l'on faisait pour en montrer toute la valeur. Pour évaluer quelles étaient les réussites, les défis et les leçons apprises. Et nous avons mis au point un outil
un outil de suivi ou de dépistage. L'idée, c'était aussi de faire participer les patients et les partenaires lors de séances portes ouvertes, de groupes de discussion et entrevues. Quant à cet outil de complexité, celui-ci était fondé sur le modèle du Minnesota, où on tente d'évaluer les besoins, élaborer des plans de soins et mesurer l'amélioration des clients et de la population au fil du temps. Cet outil a été particulièrement utile parce qu'il a révélé que la très grande majorité des clients ont des besoins multiples, besoins sur le plan de la santé physique, mais aussi sur le plan de la santé psychologique. Et ce qu'il fallait donc gérer la personne au grand complet. C'est ainsi qu'on en a pu obtenir du financement parce qu'on a fait valoir qu'on pouvait réduire le nombre de visites aux urgences puisque ces gens-là s'adressaient maintenant à la clinique, que nous avions des admissions en soins de courte durée et autres niveaux de soins, par exemple la durée de séjour. Et on a vu qu'il y a une réduction à la lumière de toutes ces mesures d'évaluation. Et très important, eh bien, c'était le nombre de visites aux urgences qui était très élevé, qui ont chuté avec le temps, puis il y a eu une reprise. On a tenté de vérifier pourquoi. Nos clients, on a pu le démontrer, parce qu'ils fréquentaient la clinique, ne se rendaient plus aux urgences. Et ils ont pu se trouver du logement grâce à notre aide. Les économies, en quelques 1100 $ par client. Et une augmentation de la capacité en soins de courte durée. Je tiens à ajouter qu'il y a aussi une valeur sociale à notre intervention. Le fait est qu'on offre des soins primaires à une clientèle qui trop souvent est mal ou pas desservie. La clinique est accueillante, les clients s'y rendent pour socialiser, ils font des petites fêtes, par exemple à la Noël. Certains de nos clients viennent régulièrement et d'autres seulement selon leurs besoins. Quant aux prochaines étapes, eh bien, nous sommes à préparer une analyse de rentabilisation pour allonger les jours et les heures d'ouverture. Ce que l'on veut, c'est du financement de renouvellement. Nous l'avons obtenu en avril de cette année. Et voilà, qui a été une fort bonne nouvelle pour la clinique parce que nous ne savions pas d'une année à l'autre si on pourrait débloquer les fonds dont nous avons besoin. Mais maintenant, nous savons que notre financement est assuré et que nous pouvons offrir des services même pendant les congés fériés. Et donc, c'est une grande réussite. Nous sommes aussi au front de la lutte contre les surdoses aux opiacés. Ça se fait 7 jours semaine. On n'a pas encore offert les thérapies de substitution. On s'y intéresse. Pour desservir les clients, nous aimerions pouvoir faire davantage. Et pour ce faire, nous allons augmenter nos services. Je dirais plus d'une douzaine de nos clients sont décédés depuis 1 an et demi en raison de surdose aux opiacés. Donc, c'est clair qu'il nous faut intervenir rapidement. Puis, on met sur pied un conseil consultatif de patients afin de leur offrir tout soutien supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin, ces patients qui sont nôtres. Merci beaucoup, Dale. C'est Christine. Et voilà une belle entrée en matière pour un domaine d'activité qui nous intéresse au plus haut point. Il s'agit donc le conseil consultatif des patients.
En gardant cela en tête, j'aimerais vous parler de la participation du client. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, mais il nous faut en tenir compte dans nos priorités stratégiques. Il faut faire toujours plus, c'est-à-dire comment pouvons faire plus avec moins. Et ce qui nous a été utile pour ce qui est d'expliquer à la fondation dont on a besoin, c'est justement le cadre de travail Carmen. Vous voyez le continuum de la participation, depuis la consultation vers la contribution, vers le partenariat et le leadership partagé. Il nous faut donc mener des activités simultanément, les soins de santé, les services sociaux, et il faut donc offrir les soins aux patients. Le patient peut participer à son plan de soins, peut prendre des décisions. La majorité de notre analyse sur la participation, c'est du point de vue du développement organisationnel. Et les patients devraient avoir leur mot à dire quant à ce système qui est créé pour les desservir. On peut demander leur avis. Sandra vous l'a dit. C'est la raison pour laquelle on fait des sondages auprès des patients, à savoir quelle a été leur expérience des soins que nous leur avons prodigués. Vous l'avez entendu, il y a maintenant un comité consultatif auquel ils peuvent s'impliquer, ou ils peuvent bien sûr se joindre au comité d'amélioration de la qualité des services. Et en bas, en bleu, la notion, c'est que les clients peuvent aussi contribuer à l'élaboration de politiques, qu'il s'agisse de partager leur expérience ou participer au processus décisionnel ou encore, par exemple, le financement des programmes. Et ce que nous avons constaté, c'est que les clients ont des idées autres et cela nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Et nous sommes en train d'établir la preuve que nous obtenons de meilleurs résultats parce qu'il y a la participation de tous à tous les niveaux. Alors, ces études de cas dont Derle nous a fait part, ça c'était un survol. Et Sandra vous a parlé des différentes activités qui se déroulent sur le continuum. Et voici ce que l'on en sait des organismes particulièrement performants. Dans ces organismes, on s'intéresse à tous les volets du continuum, qu'il s'agisse de la participation, la consultation, la contribution, le partenariat ou le leadership partagé. Il est vrai toutefois que les gens ont de la difficulté à en arriver à un partenariat. On a de nombreux exemples, mais je peux vous parler des organismes qui ont décidé d'opter pour une approche, je dis, de participation active pour ce qui est de la conception et l'évaluation de leur projet. Et sur cette planche, vous avez un témoignage percutant grâce aux photos et aux anecdotes des gens pour que on comprenne bien quelle est l'incidence des programmes que l'on est à offrir. D'autres organismes travaillent avec des travailleurs sociaux, ceux qui sont à proximité des patients. Et je peux vous dire que pour le partenariat et le leadership partagé, il faut dire qu'il faut faire appel à différentes techniques. Selon ce que l'on tente d'accomplir, eh bien, le partage au processus décisionnel est peut-être contre-indiqué. Il faut comprendre l'expérience du client. D'autres organismes ont mis sur pied des conseils consultatifs et une mesure qui gagne en popularité, c'est d'avoir un représentant des clients au sein du conseil d'administration. On a de nombreux exemples où les clients sont à remplir des questionnaires sur leur expérience de l'initiative et nous fournissent leurs commentaires dans la zone réservée aux commentaires. Quand on parle de participation, quand on parle de rétroaction, si un organisme veut participer, il faut que les clients veulent en faire autant. Et ça représente tout un défi. Il faut s'assurer que ceux qui prennent les décisions autour de la table sont bien représentatifs de ceux qui sont desservis. Ainsi, il doit y avoir les patients, l'organisation et la société à la même table. Alors, ce que vous voyez sur la planche, c'est notre interprétation de ce qui nous permettra, si on met tout ça en place, ce qui nous permettra
d'appuyer la participation de tous et comment différents organismes s'y sont pris au niveau individuel ou au niveau du patient. Il faut s'assurer de répondre aux besoins du patient en préparant les clients qui sont nôtres. Il faut faciliter l'engagement veillant à la documentation dans les différentes langues, faire appel à une personne ressource pour naviguer le plan de participation et reconnaître l'apport du patient. Au niveau de l'organisation, les organismes de soins de santé peuvent préparer une participation qui prend tout son sens en centrant les soins sur le patient. Sans pareil engagement, eh bien, c'est peine perdue. Il faut s'engager à ce qu'aucune décision touchant le client ne soit prise sans lui. Et il faut aussi mettre en place une stratégie qui garantisse le niveau de participation voulu. Et pour finir, les sociétés peuvent prêcher par l'exemple et incarner le modèle de participation attendu de tous les niveaux de l'organisation. Il faut aller à l'encontre des gens. Ainsi, tout cela influe sur l'univers qui est le nôtre. Et il nous faut faire appel aux partenaires communautaires pour renforcer la participation de tous. De nombreux organismes font appel aux partenariats existants. Sandra vous en a parlé de l'importance de ces partenariats. Alors, selon le modèle que vous voulez retenir, vous voulez l'adapter aux réalités de votre organisme alors que vous préconisez le changement. Il y a donc recherche et défense des intérêts. Et ce qu'on a entendu, tenter plus, c'est qu'il faut aller au-devant des gens pour mieux répondre à leurs besoins. Et il faut encourager la participation de tous, y compris la participation du patient. Donc, il n'y a pas de taille universelle dans les solutions que l'on avance. On peut intéresser le patient en l'invitant à participer à certaines activités, par exemple. Alors, pour conclure, au sujet de la participation des patients ne peut qu'accélérer les soins de santé qui sont prodigués aux gens. Nous savons que les patients ont leurs idées aussi et qui peuvent être fort précieuses. Et ce que l'on a vu avec les études de cas, à la lumière des résultats positifs obtenus, eh bien, cela nous permet de rejoindre tout le continuum, depuis le début jusqu'à la fin, qu'il s'agisse de partage d'informations ou partage de résultats. Ainsi, les différentes populations doivent pouvoir participer. À ce stade-ci, je vais céder la parole à Jan qui va procéder à la période de questions-réponses. Merci beaucoup, Christine. Pour vous tous qui êtes à l'écoute, si vous voulez poser des questions, que ce soit Adèle, Sandra ou Christine, n'hésitez pas à vous servir de la boîte de dialogue et j'en ferai une lecture. Moi, j'ai une question et Sandra, je vais commencer par vous. Vous avez dit, et je pense que nombreux seraient intéressés à en savoir plus, comment les programmes et les services, comme vous avez bien dit que vous êtes, vous, quelques médecins, vous vous êtes décidés avec les moyens du bord à créer une clinique. Eh bien, qu'est-ce qui a rassemblé ce groupe de médecins? Excellente question. Je ne suis pas certaine que ça se passe dans d'autres provinces, mais en Colombie-Britannique, tous les omnipraticiens, bien sûr, ont une pratique familiale et sur la rive nord, c'était la division des soins à prodiguer à la famille. C'était 2011-2012, si je ne m'abuse, où ces gens-là ont décidé de se rassembler, qui ont parlé de leurs enjeux. Par exemple, traiter avec le ministère de la Santé. Mais on a identifié un autre secteur d'activité, c'est-à-dire les patients qui étaient à grand besoin, des patients qui arrivaient dans les cliniques sur la rive nord et les médecins ressentaient qu'ils n'étaient pas à même de vraiment aider ce client, étant donné la complexité, l'envergure des problèmes. Et d'autres encore avaient de gros problèmes de santé, mais pas d'argent. Et
encore une fois, les médecins se sentent impuissants. Et c'est en fait ce qui les a motivés en grande partie. Ils se sont donc tournés vers l'autorité sanitaire pour leur en faire part de leurs préoccupations. Et je dirais qu'il y avait peut-être quelques 40 représentants, le gouvernement, les ONG, les soins de santé mentale. Enfin, il y avait toute une brochette là, de gens qui s'intéressaient à ce dossier, comment desservir le public, la clientèle sur la rive nord. On a tendance à penser qu'à Vancouver, tout le monde est riche, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui sont en difficulté et qui sont sans abri, qui ont d'autres problèmes, des aînés qui sont sans famille, par exemple. Alors, ces médecins, parce qu'ils s'intéressaient aux grands besoins de ces clients, ont décidé d'intervenir. Quand moi j'ai entendu parler de cela, que sur la rive nord de Vancouver, on n'offre pas de services de santé en dehors du cadre institutionnel et qu'on laissait pour compte la population la plus vulnérable, marginalisée. Et c'est à ce moment-là que le partenariat a vu le jour, que l'on a mis ce groupe sur pied et nous travaillons en tandem depuis. Nous sommes très contents des résultats obtenus. Merci Sandra. Je suis curieuse, je ne sais pas si vous sauriez répondre, mais qu'en est-il des autres cliniques? Qu'est-ce qui a, dans un premier temps, motivé les gens à adopter pareil programme? Auriez-vous quelques idées à partager avec nous? Dans le centre Burl Macaulay, c'est Kelly qui parle, ça c'est dans les années 70, c'est un moment où en Ontario, il y avait ces centres de soins communautaires qui voyaient le jour et c'est un mouvement progressif en matière de prodigueurs de soins à la grandeur du pays que de mettre sur pied ces centres de soins communautaires. Pour ce qui est des quartiers urbains défavorisés, là c'est un groupe de médecins, comme on l'a expliqué, qui ont identifié des besoins, notamment à Toronto, pour ceux qui se retrouvaient dans les refuges et qui avaient besoin de soins primaires, mais n'avaient pas de prodigueurs de soins primaires. Et c'est ainsi que The Health Associates ont dit, il faudra peut-être essayer de rassembler quelques médecins et il faudrait essayer de mettre sur pied un organisme qui et ça fait l'objet de bouche à oreille et c'est ainsi que la clientèle s'est constituée au fil du temps. C'est dit que ce soit dans la collectivité ou parmi les universitaires. Pour ce qui est du programme de grossesse HER, c'était un besoin bien circonscrit à Edmonton. Et encore une fois, c'est un peu comme la clinique de Health Connection a commencé avec moins que rien, en obtenant des locaux gratuitement, par exemple. Eh bien, on a décidé d'en faire autant à Edmonton pour venir en aide à ce programme de grossesse HER. Et bien sûr, ce programme a pris racine et a pu obtenir du financement à plus long terme. Merci. Tracy nous a fait un commentaire. C'est une chercheure qui travaille dans un centre communautaire du centre-ville, Edmonton, qui a une expérience comparable. Ce que j'entends de Sandra et de Dale, c'est qu'au bout du compte, vous avez des gens tout simplement très engagés qui ont décidé de se rassembler et qui voyaient le problème différemment, mais ont décidé de s'y attaquer en faisant front commun, en faisant appel à des infirmières formatrices, sachant qu'il y avait des populations vulnérables au centre-ville d'Edmonton. Ainsi, ça a commencé tout petit et puis, tout récemment, ils ont réussi à ouvrir une clinique en bonne et due forme. Donc, félicitations. Mais c'était essentiel pour pouvoir offrir des soins qui répondent aux besoins des patients. Et cela était une question de suivi, et je vais revenir quand même là-dessus, mais la participation des patients ou du client, ça c'est une chose. Et Christine nous a parlé
le cadre Carmen qui peut nous aiguiller. On sait que l'on peut faire un meilleur travail pour aller chercher l'engagement, la participation du client, de la famille, etc. Mais c'est quand même un défi important à relever. Si on pense à la façon que l'on s'est pris, et une fois que tout le monde est à la table, ça aussi, ça peut être un défi parce qu'il faut s'expliquer, il faut écouter attentivement. Alors, ça m'intéresse. Je commence par vous, Christine, et ensuite ce sera Sandra et peut-être même Dale. Comment faire pour ces populations qui sont difficiles à joindre? Comment les impliquer? Ces populations qui sont difficiles à joindre. C'est une question qui nous est posée tant et plus. Bien sûr qu'il faut y réfléchir, bien sûr que c'est un défi, oui, bien sûr que c'est important, il faut y réfléchir à dessein. Alors, peu importe votre public, il faut avoir des objectifs clairs en tête. Et comment joindre ce public? En l'occurrence, les groupes difficiles à atteindre. Nous en avons parlé tant et plus. Mais je vous dirais que ce qui est clé, c'est d'être à proximité de ces gens pour poser des questions, pour élaborer des stratégies pour rejoindre leurs besoins. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Et il faut être là et il ne faut pas passer de jugement. Parfois, il faut mettre un peu d'eau dans son vin et joindre les gens à mi-parcours. Je pense à une équipe avec laquelle on travaillait qui a élaboré un genre de petit livret. Comment traiter avec les populations vulnérables. Je veux bien partager cette petite brochure avec vous. Je peux peut-être la résumer, mais enfin, Dale, Sandra, peut-être avez-vous des exemples en particulier que vous aimeriez ajouter? Merci. Sandra d'abord. Merci beaucoup. Autre chose que l'on a fait, nous, pour ce qui est d'assurer la participation de la clientèle, on a commencé par faire appel à nos partenaires communautaires. Je pense entre autres au refuge pour sans-abri, dans notre cas, sur la rive nord. Eh bien, il y a de ces travailleurs, donc, sociaux, et nous travaillons avec eux pour pouvoir mieux connaître le public cible. C'est eux qui ont une relation suivie avec ces patients qui sont particulièrement vulnérables. C'était donc une façon d'y arriver. Par ailleurs, nous en avons parlé, il faut être respectueux, il faut éviter de se présenter entouré de ce cadre institutionnel. Ça fait toute une différence. Et il y a autre chose, bien sûr. On aura à faire de quoi s'alimenter, se vêtir, socialiser. Il faut offrir des activités pour rassembler les gens. Il faut gérer aussi leurs besoins en matière de soins de santé. Et moi-même, je me suis mise dans une salle d'attente pour voir ce qu'il en était, des admissions. Et les gens me parlaient comme ça, spontanément. Et je leur posais des questions, à savoir comment pourrions-nous vous aider, qu'est-ce que nous pourrions faire de mieux. Donc, ça se fait en tête à tête pour que les gens se sentent à leur aise et se sentent prêts à parler. C'est sûr que certains patients étaient en colère, n'obtenaient pas les soins dont ils avaient besoin, mais aussi c'était important de leur parler. Merci, Sandra. Dale, aimeriez-vous ajouter quoi que ce soit? Non, pas vraiment, sauf pour vous dire deux choses qui étaient en fait communs à tous les cas. L'effort déployé par le personnel pour gagner la confiance des clients. C'est clair,
que c'était primordial. Deuxièmement, il faut prendre le temps de traiter avec ses patients. Vous savez, même ils doivent se sentir en sécurité. Certains s'amènent à ces endroits parce qu'ils s'y trouvent une sécheuse pour sécher leurs habits. Merci, Dale. Et on a parlé du Health Connection Clinic et d'autres exemples, mais je pense à Red Deer en Alberta, où on a mis sur pied une clinique de réadaptation pour ces populations vulnérables. On est encore en mode d'acquisition des connaissances, on cherche des partenariats pour pouvoir profiter de l'expérience des autres. Vous avez parlé de l'importance du processus de réflexion triple objectif. Auriez-vous quelques suggestions, Sandra, Dale? J'aimerais aussi vous parler de ce que vous avez fait, Dale, et quand est-ce que vous pourrez l'offrir. Ça, je pense que ce serait très utile. Y a-t-il des partenariats d'apprentissage dont vous aimeriez nous faire part? Eh bien, je vous dirais que la toute première chose que je ferais, ce serait aborder, je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous, mais d'aborder les autorités sanitaires pour dire, écoutez, vous offrez un service, quelle est la nature du service que vous offrez, en quoi peut-on en bénéficier, que si vous êtes à chercher une surface de bureau, du financement, mais je me tournerai d'abord vers les soins ou les autorités sanitaires. Et pour ce qui est des populations vulnérables, il faut s'adresser à d'autres organismes sans but lucratif qui travaillent déjà avec ces populations vulnérables. Formidable. D'ailleurs, j'ai bien peu à ajouter. Je crois qu'il faut connaître son quartier, qui est qui fait quoi, et qui travaille avec qui. Et il faut multiplier les amis et les connaissances. Il faut établir des réseaux. Parfois, il en existe et il faut se familiariser. Et il faut donc se brancher sur ces réseaux. Et c'est ainsi que vous aurez de très bonnes ressources à votre disposition. Formidable. Les outils qui ont été retenus par bon nombre de ces organismes, qui traitent avec des patients qui ont des conditions chroniques complexes, eh bien, on s'est mis, Dale, c'est vous qui l'avez fait valoir, et qu'il faut essayer de faire une évaluation fondée sur les besoins. Mais où sont ces gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous dans votre communauté? Bon, c'est tout nouveau pour nous. Néanmoins, nous estimons que c'est essentiel. Ainsi, ce que Dale a fait, les études de cas dont elle vous a parlé brièvement aujourd'hui, on va l'offrir à l'automne. Nous allons également produire un rapport par suite de l'événement des 2 jours que nous avons fait, une petite bande vidéo, et profiter d'occasions telles le webinaire d'aujourd'hui pour pouvoir échanger davantage. Donc, je me réjouis de savoir que ça se passe déjà. J'aimerais également vous dire, parce que nous le disons depuis un moment, mais il y a lieu de réitérer que de recruter, que de payer les gens. Ça aussi, c'est important, alors qu'ils sont à acquérir de l'expérience. Surtout si on recrute ces gens parmi la communauté que vous tentez de desservir. Il y a des exemples probants de cela. Et j'aimerais maintenant vous parler d'un point très important. Là, on parle d'améliorer la qualité des soins de santé, encourager l'intégration, mais là où on a parfois du mal à retenir le triple objectif, c'est d'en avoir pour son argent. Sandra, je suis curieuse. Vous avez parlé des économies à réaliser par client. Alors, est-ce que ça va représenter un changement dans votre façon de penser que de réfléchir au coût par client par opposition au coût du programme dans son ensemble? Pourriez-vous nous en parler brièvement? Pour ce qui est de l'autorité sanitaire, et pour toutes
ces autorités à la grandeur du pays, on constate que ça coûte de plus en plus cher. Et on dit que la solution, eh bien, c'est d'intervenir plus tôt que tard, mais personne n'a d'argent pour ça. Alors là, je crois que le message fait son chemin. Il faut cesser d'en parler, il faut passer à l'action, trouver des solutions dans la communauté où l'on se trouve. Nous avons déjà déterminé que d'ici 10 ou 15 ans, il va falloir 400 lits de plus. Impossible, impossible. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et je crois que de pouvoir réaliser des économies quant au nombre de lits que l'on occupe, cela, ça peut être des fonds que l'on débloque et que l'on consacre à d'autres. Et c'est vrai aussi, qu'est-ce qu'on paye en visite aux urgences et quelles sont les économies à réaliser grâce à une clinique? Les gens sont très intéressés là-dedans. Les gens s'intéressent au retour de l'investissement. Et je crois qu'il est vital pour nous d'approximer ces économies éventuelles, que ce soit en dollars ou en nombre de lits ou en nombre de visites aux urgences. Et on consacre énormément de temps à le faire, ça, pour pouvoir persuader les hautes instances. Il faut venir en aide, bien sûr, aux populations vulnérables, mais aussi à d'autres populations, pour que les gens puissent rester à domicile le plus longtemps possible et même finir leur jour à domicile. Merci beaucoup, Sandra. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que dans le gros de ce qu'on fait, c'est exactement ce que l'on essaie de faire valoir. Et ce que vous décrivez maintenant, il ne suffit pas de parler uniquement des économies ou même dans quelle mesure on peut circonscrire ces efforts, mais ce que nous faisons, c'est dire ce retour d'investissement d'une somme X, et cela veut dire que les gens ne figurent plus sur la liste d'attente où on a pu libérer un nombre X de lits. Si on se penche là-dessus, c'est parce qu'on veut dépenser nos ressources de façon judicieuse et afin de mieux répondre aux besoins en matière de santé. Je ne vous cache pas que je suis emballée par ces études de cas. C'est de façon novatrice pour nous d'exprimer les retours de l'investissement sans parler, bien sûr, de l'expérience qui est acquise et ce qu'il en est de la santé de la population. Là, on va passer au sondage dans quelques instants. J'espère que vous êtes encore en ligne et que vous avez l'occasion de nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire d'aujourd'hui. Vous voyez les questions à l'écran, vous avez l'occasion d'y répondre. Nous allons circuler cette version-ci sur appel à quelques 200 personnes inscrites. Nous allons aussi en parler dans notre bulletin de nouvelles. Si vous êtes intéressé à obtenir plus d'informations sur les causes qui ont été présentées aujourd'hui, si vous vous intéressez aux travaux de Sandra et aussi les résultats de cette activité en mars et aussi les outils. Il y a les hyperliens avec l'outil de complexité de la clinique Health Connections. Vous pouvez obtenir tout ça. Nous vous encourageons à vous abonner à notre bulletin de nouvelles pour les activités de suivi et vous pouvez toujours nous joindre, nous à la Fondation, s'il y a quelque chose que vous recherchez en particulier. Je tiens donc à remercier nos conférencières, Sandra, Dale et Christine, ainsi que nos réalisatrices pour ce webinaire d'aujourd'hui. On anticipe le prochain webinaire. Merci à notre auditoire. Merci d'avoir bien voulu vous joindre à nous.